Imaginez une communauté prospère où des entrepreneurs afro-américains bâtissent un avenir florissant. En 1921, en l'espace de 24 heures, tous ces efforts sont réduits en cendres. Mais pourquoi cette histoire est-elle restée pendant si longtemps dans l'ombre? Aujourd'hui, nous levons le voile sur le massacre de Tulsa. Au début du XXe siècle, Tulsa en Oklahoma est en plein essor grâce au pétrole. Mais au nord des voies ferrées, loin du centre-ville réservé aux Blancs, une autre réussite prend forme. Greenwood. Fondé par des Noirs pour des Noirs, ce quartier devient un modèle d'indépendance économique. À une époque marquée par la ségrégation, la pauvreté et les lynchages, Greenwood fait figure d'exception. L'un des fondateurs, du nom de O.W. Gurley, achète un peu plus de 16 hectares de terre au nord de Tulsa qu'il vend uniquement à des Noirs. Très vite, d'autres entrepreneurs le rejoignent. La communauté s'organise. Greenwood a ses propres médecins, dentistes, avocats, enseignants. On y retrouve 2 écoles primaires, un lycée, 2 journaux, plusieurs églises et même un hôpital. Plus de 600 entreprises noires y prospèrent. Les habitants vivaient dans des belles maisons, certaines avec des pianos, de l'eau courante et des bibliothèques remplies. La classe moyenne noire y était réelle, instruite et cultivée. Les enfants allaient à l'école dans de bonnes conditions et de nombreuses familles faisaient partie de la première génération de Noirs américains à accéder à la propriété. Le samedi soir, les habitants se retrouvaient dans les clubs de jazz ou allaient au cinéma Dreamland, une salle de 750 places appartenant à un homme noir. Greenwood, c'était la preuve éclatante que même exclus du système dominant, les Afro-Américains pouvaient s'organiser, s'élever et réussir ensemble. Une réussite qui dérangeait. Pour certains Blancs de Tulsa, cette prospérité noire était une menace. Il suffisait d'un prétexte pour que la haine se déchaîne. Le 30 mai 1921, en plein centre-ville de Tulsa, Dick Rowland, un jeune cireur de chaussures noires de 19 ans, entre dans un immeuble pour utiliser les toilettes réservées aux Noirs, situées à l'étage. Il emprunte l'ascenseur où se trouve Sarah Page, une jeune femme blanche de 17 ans. Ce qui se passe ensuite reste flou. Mais en descendant, Sarah pousse un cri. Un employé blanc appelle immédiatement la police et très vite, la rumeur se répand. Le lendemain, les journaux locaux attisent l'attention. L'un des titres les plus incendiaires du Tulsa Tribune appelle à un lynchage public. Rowland est arrêté, mais il est innocenté dès le départ par Sarah Page elle-même qui affirme qu'elle ne veut pas porter plainte. Mais c'est trop tard. La machine raciste est lancée. Le 31 mai au soir, une foule blanche armée se rassemble devant le palais de justice pour exiger que Rowland leur soit remis. Mais un groupe de vétérans noirs, anciens soldats de la Première Guerre mondiale, refuse de le laisser se faire lyncher. Ils viennent eux aussi aux armes. Une altercation éclate, un coup de feu est tiré. En quelques secondes, le chaos s'installe. La rage blanche va bientôt s'abattre sur tout un quartier. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1921, la situation dégénère brutalement. Après l'échange de coups de feu devant le tribunal, la foule blanche en furie se déchaîne. Des centaines d'hommes armés s'organisent en milices. La police locale les laisse faire, certains agents les rejoignent. Vers 22 heures, les premières maisons de Greenwood sont incendiées. Les pompiers noirs tentent d'intervenir, mais ils sont arrêtés ou menacés. Au lever du jour, le 1er juin, c'est un assaut coordonné. Des milliers de Blancs envahissent le quartier. Ils pillent les commerces, brûlent les maisons, agressent les habitants et abattent ceux qui tentent de fuir. Des témoignages parlent d'hommes tirant sur des familles dans les rues, des femmes traînées hors de leur maison, des enfants tués dans leur sommeil.
Et puis, un fait presque unique dans l'histoire des États-Unis, des avions survolent Greenwood et larguent des bombes incendiaires. Certains tirent même à la mitrailleuse. Ces avions civils avaient été réquisitionnés par des particuliers blancs avec la complicité des autorités. En à peine 24 heures, plus de 35 pâtés de maisons sont réduits en cendres. Plus de 1200 maisons sont détruites. On estime qu'entre 75 et 300 personnes ont été tuées, mais le chiffre exact reste inconnu. Beaucoup de corps ont été jetés dans des fosses communes ou dans la rivière. Plus de 10 000 personnes noires sont laissées sans abri, certaines entassées dans des camps de détention sous surveillance militaire. Greenwood, ce joyau de réussite noire, est effacé du paysage et bientôt de la mémoire collective. Après le massacre, les survivants n'ont droit à aucune aide. Les assurances refusent d'indemniser les victimes sous prétexte que les destructions résultaient d'une émeute raciale. Les autorités locales, elles, accusent les Noirs d'avoir provoqué les violences. Aucun blanc n'est arrêté, aucun procès n'a lieu. Pire encore, les journaux locaux détruisent les archives du 1er juin et des documents officiels disparaissent mystérieusement. Pendant des décennies, le sujet est totalement effacé de l'histoire américaine. Les survivants sont réduits au silence, parfois même par peur. Dans les écoles, on n'enseigne pas Tulsa. Dans les médias, on n'en parle pas. Greenwood devient un non-lieu. Il faudra attendre les années 90 pour que les premières enquêtes sérieuses soient ouvertes après les témoignages de certains rescapés. En 2020, à la suite du mouvement Black Lives Matter, le massacre de Tulsa refait surface dans les mémoires collectives. Mais ce retour ne doit rien au système. Il est dû aux descendants, aux historiens, aux survivants qui ont refusé que le silence triomphe. Malgré l'horreur et la perte, Greenwood n'est pas resté à terre. Dans les années 1920, des survivants tentent de reconstruire, sans aide publique, sans assurance, avec leur seule force. Dans les années 1930, des commerces rouvrent, des maisons se relèvent. Greenwood revit, même si ce ne sera plus jamais comme avant. Mais c'est surtout à partir des années 2000 que la quête de vérité prend de l'ampleur. Des commissions d'enquête sont créées, des excuses officielles sont formulées par la ville de Tulsa. En 2021, des survivants âgés de plus de 100 ans témoignent devant le Congrès américain réclamant justice et réparation. Aujourd'hui, le quartier de Greenwood accueille un musée de la mémoire, le Greenwood Cultural Center, et plusieurs initiatives citoyennes œuvrent à transmettre cette histoire. Le massacre de Tulsa n'est plus un secret, il est devenu un symbole. Un symbole de ce qu'on a voulu effacer et de ce que des générations de Noirs américains refusent d'oublier. Le massacre de Tulsa n'est pas seulement un drame du passé. C'est une leçon sur ce que la haine peut détruire et sur ce que la mémoire peut reconstruire. Aujourd'hui encore, le nom de Greenwood résonne comme un appel à la justice, à la reconnaissance et surtout à ne plus jamais laisser l'histoire s'éteindre dans le silence.